Un témoignage à présent. Bonsoir Isabelle Aleno, merci beaucoup de nous accorder quelques temps. Vous êtes la mère d'Antoine, créatrice de l'association Antoine Aleno, pour accompagner les familles des jeunes victimes d'accidents de la route. Le 8 mai dernier, vous avez perdu votre fils Antoine qui avait 24 ans. Il a été percuté par un chauffard alcoolisé qui avait pris des stupéfiants, récidiviste également. Je ne sais pas comment vous regardez cette affaire Pierre Palmade et à quel point peut-être elle fait écho à votre propre histoire. Alors je la regarde avec beaucoup de colère et d'amertume parce que je voudrais qu'il y ait une réelle prise de conscience des inconscients qui prennent le volant alors qu'ils ont bu ou qu'ils ont consommé des stupéfiants. Lorsqu'on prend le volant dans cet état, on a une véritable arme entre les mains. Et malheureusement, dans les nombreux témoignages que nous avons reçus des familles, l'alcool, la drogue, c'est des sujets qui reviennent régulièrement comme cause de ces drames. Il ne faut pas oublier que derrière tous ces drames, il y a des familles, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des cousins, des cousines, des grands-parents. Pour nous, on prend perpète. Moi, je ne me remettrai jamais de la perte de mon fils. Mon fils aîné se remettra jamais de la perte de son frère. Le papa d'Antoine, pareil. Il faut juste qu'il y ait une prise de conscience de toutes ces personnes qui se pensent qu'il n'y a pas de danger à prendre le volant alors qu'on a bu. S'il y a un danger, quand on a bu, on n'est pas en capacité de prendre le volant, on n'a pas les réflexes. Quand on a consommé de la drogue, on n'est pas en mesure de prendre le volant, ça n'est pas possible. Moi, je voudrais qu'on entende vraiment le discours de toutes ces familles qui se sentent vraiment très, très seules. Nous, on a eu beaucoup, comme je vous disais, beaucoup de témoignages. Les familles, elles sont seules dans leur drame. On vit un véritable cataclysme, on est dans un véritable cauchemar. Il n'y a aucun accompagnement. C'est aussi pour ça qu'on a fondé l'association qui porte le nom d'Antoine. Oui. On entend beaucoup de solitude, il n'y a aucun accompagnement. Donc c'est bien aussi que vous donniez la parole ce soir aux familles de victimes. Moi, je pense très fort à la maman de Margot, à son papa, au papa de Benjamin, à la maman de Gaëtan, parce que c'est des vies brisées. Il ne faut pas les oublier, toutes ces familles de victimes. On a vraiment besoin qu'il y ait une réforme du statut des victimes. Les familles réclament à corps et à cri, et plusieurs associations réclament l'homicide routier, parce qu'il n'y a rien de plus intolérable et inadmissible d'entendre homicide involontaire. Je vous ai entendu le dire tout à l'heure. Moi, je suis désolée, mais personne ne force personne à consommer de l'alcool, à consommer du stupéfiant. C'est la responsabilité de chacun. Donc, entendre involontaire, c'est insupportable. Moi, je ne peux pas entendre ce mot-là. Les familles, elles ont vraiment besoin que la loi évolue, qu'il y ait vraiment un accompagnement qui soit accordé justement à toutes ces familles qui sont vraiment dans la détresse et dans la solitude. On va s'arrêter sur ce point. C'est vrai que depuis le début de cette affaire, on parle d'homicide involontaire et la voiture, vous le dites très bien Isabelle, est une arme par destination. Quand j'ai bu beaucoup d'alcool, et si en plus j'ai consommé de la drogue, ou quand j'ai consommé beaucoup de drogue et que je prends le volant, je sais très bien que je peux tuer des gens. Oui, c'est là où on va dire que la frontière est très mince. Volontairement, vous buvez, volontairement, vous fumez, vous prenez de la cocaïne, volontairement, vous roulez vite. Vous n'avez pas voulu tuer une personne ou en blesser une autre. Donc, c'est là où l'épaisseur de la vitre entre on va dire le délinquant et le criminel, elle est très faible. Et c'est ça que les familles reprochent un petit peu à notre système judiciaire. On ne le prend pas en considération. On parle d'homicide involontaire. La seule chose qu'on a créée, c'est entre l'homicide involontaire classique et celui commis en voiture, c'est 2 ans de plus. 3 ans, si vous commettez un homicide involontaire par une faute simple, en voiture, ça passe à 5. Sauf que vous n'aurez jamais les 5 ans si la faute est simple, si c'est une faute d'inattention, d'imprudence ou autre. Qu'est-ce qui pourrait être fait alors ? C'est déjà changer le terme routier. Ça ne modifie pas du tout notre droit pénal. C'est simplement un mot à changer. Homicide routier, qu'on arrête de dire que c'est un homicide involontaire lorsqu'il y a une circonstance aggravante. Je ne parle pas du défaut de permis, je ne parle pas du défaut d'assurance. C'est ça qui est très important. Mais également responsabiliser aussi le responsable. Là, dans ce cas présent,
À moins que M. Palma ne soit pas assuré. C'est pas lui qui va indemniser les victimes, c'est son assurance. Classiquement, si vous roulez trop vite, vous buvez, c'est pas vous qui allez payer les conséquences, c'est votre assurance. Je pense qu'il faudrait, au-delà des sanctions pénales, vu qu'elles sont assez faibles malheureusement, par manque de place dans les prisons ou de possibilités de réadaptation, on met personne en prison pour de tels faits, ou alors dans des cas très, très médiatiques, pour être tout à fait honnête, il va y avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, au bout de 2-3 ans, de remise en liberté avec un bracelet. Si on imposait le responsable de rembourser sa compagnie d'assurance, une partie, ce serait, je pense, une vertu pédagogique et préventive. Dans ce cas-là, à quoi ça sert l'obligation d'indemniser les victimes qui est mise à la charge de la personne condamnée? À rien du tout. Il y a énormément de choses qui permettraient d'éviter, de diminuer le nombre d'accidents et de faire comprendre aux familles qu'il y a une vraie justice. La sanction, Madame Aleno l'a très bien dit, ça remplacera jamais. 10 ans, c'est le maximum, c'est rarement prononcé. Et de toute manière, ça n'a aucune comparaison. Le seul mot qui est important, c'est culpabilité. Toutes les familles veulent l'entendre, qui est coupable. C'est ça le plus important. Le reste, c'est tout à fait accessoire, ça remplacera jamais un enfant, une épouse, un père ou autre. Isabelle Aleno, on comprend bien que votre combat est multiple. Vous vous battez aussi pour mieux accompagner les familles de victimes. Vous racontez votre histoire, le moment où il y a plusieurs moments terribles, le moment où vous allez sur le lieu du drame, le moment où vous allez à l'hôpital et où on vous donne juste un morceau de papier en vous disant voilà, là vous trouverez un numéro pour vous assister psychologiquement. Ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Malheureusement, vous vous retrouvez devant... vous êtes en état de sidération et voilà, vous vous retrouvez dans une pièce tout seul avec juste un petit bout de papier et on vous dit qu'il y a quelqu'un à l'accueil si toutefois vous avez besoin d'aide. Mais c'est tout. On est en 2023. Où est l'humanité dans tout ça? Je pense qu'on a besoin dans ces moments-là d'être pris par la main, que quelqu'un nous écoute, nous aide, nous accompagne, parce que on marche comme un robot quand on vit un tel drame. On nous dit d'aller là, on va là, il faut qu'on fasse tel truc, telle démarche, et on fait cette démarche. On n'est pas en capacité de réagir de façon raisonnée, raisonnable. Je pense qu'on ne peut pas se rendre compte ce que malheureusement, ce qui peut nous... quand on a à vivre un tel drame, je pense que malheureusement, tant qu'on n'est pas passé par là, on ne peut pas se rendre compte du cyclone qui nous arrive et du choc qu'on doit affronter. Vous dites que la procédure est en quelque sorte déshumanisée. Vous vous sentez seul et en plus, il y a toutes ces procédures à faire en même temps? On se sent très seul et c'est ce que les familles disent aussi. Dans tous les témoignages qu'on reçoit, le mot solitude revient beaucoup, manque d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. On n'a pas forcément dans nos contacts de téléphone le numéro d'un avocat. On ne sait pas forcément quelle démarche on doit entreprendre. Quand on perd un enfant qui va avoir 25 ans, on n'a pas forcément prévu d'avoir de l'argent pour payer de quoi l'enterrer dignement. Il faut juste dire que c'est des situations auxquelles on est malheureusement confronté et beaucoup de familles sont confrontées à ce genre de difficultés. Quand on perd des enfants, on n'a pas d'accompagnement, on est seul, on est seul à faire tout ça. On se retrouve devant un monde qu'on ne connaît pas. Le monde judiciaire, c'est un monde qui est à part et qui nous est inconnu. Et heureusement, parce qu'on n'a pas forcément envie tant qu'on peut l'éviter, je pense que c'est mieux. Mais on n'est pas préparé à appréhender une telle situation et on est seul. C'est vraiment la solitude, c'est revenu beaucoup dans tous les témoignages qu'on a reçus. La solitude, le manque d'accompagnement, il n'y a rien. Ce qui nous fait hurler, c'est que par contre les responsables, eux, ils ont droit à avoir un médecin qui est payé par l'État, ils ont droit à un accompagnement psychologique, ils ont droit à avoir un avocat. Nos familles de victimes, on n'a le droit à rien du tout. On se débrouille tout seul. Il y a aussi la prise en charge de sa petite amie. Il était avec elle depuis 6 ans. Et elle, c'est comme si elle n'avait pas d'existence. Elle n'est pas reconnue en tant que telle. Comment l'aider, elle aussi?
Bon, écoutez, on est là pour elle et on va faire tout pour qu'elle arrive à avancer aussi bien que possible. Et en tout cas, on la lâche pas, on est avec elle et on fait tout notre possible pour l'accompagner au mieux et pour qu'elle arrive à surmonter avec. Donc on arrive à tous ensemble surmonter ce qui nous est arrivé le 8 mai dernier. Vous dites que vous recevez beaucoup de témoignages. Qu'est-ce qui vous frappe dans toutes ces histoires? Quels sont les points communs ou les messages forts qui reviennent? Comme je vous ai dit, l'inhumanité, la solitude, le manque d'accompagnement, l'injustice, ça revient beaucoup, l'injustice. Enfin, il y a beaucoup de détresse dans les messages qu'on reçoit. On a senti, lorsqu'on a lancé l'association le 20 septembre 2022, on a eu vraiment beaucoup de messages et les gens sentaient leur besoin de vouloir parler, de vouloir témoigner. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous donnaient même beaucoup de détails sur ce qui leur était arrivé, mais on sentait vraiment ce besoin de parler, de s'exprimer, d'être entendu surtout. Moi, c'est pour ça que je suis là devant vous ce soir. C'est vraiment qu'on entende les familles et leur détresse et leur solitude. Et vous trouvez qu'on ne les entend pas assez? Parce qu'il y avait cette peur, il y a cette peur à chaque fois que l'affaire soit oubliée, qu'on passe tous à autre chose et qu'on oublie tout ce qui doit avancer aujourd'hui. Malheureusement, je vous dirais que le cas d'Antoine, malheureusement, n'est pas isolé. Et pour beaucoup de familles, c'est juste un petit entrefilet dans un journal qui va être aussitôt oublié une fois lu. Alors que derrière, les familles, ça ne sera pas... pour eux, c'est leur vie qui est brisée. Ça ne s'arrête pas à juste un petit article. Nous, Antoine, on en a entendu parler puisque le papa d'Antoine est connu. Mais il ne faut pas oublier tous les autres non plus. Et toutes ces familles qui eux, restent dans l'anonymat. Et c'est important de leur donner aussi la parole et qu'ils aient cette écoute dont on a besoin quand on vit un tel chaos. Oui, c'est la première fois que vous prenez la parole ainsi, il me semble, pour le dire. Oui, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Vous avez commencé l'interview en disant « Je ressens de la colère à propos de cette affaire Pierre Palmade ». Il y a toujours cette même colère en vous contre l'homme qui a pris la vie de votre fils? J'essaye de ne pas penser à cet individu. J'ai déjà suffisamment de mal à me lever le matin, donc j'essaye de me concentrer sur mon fils aîné, qui a aussi besoin qu'on soit là pour lui, la compagne d'Antoine, comme vous avez parlé précédemment, et puis moi d'essayer de me reconstruire tout doucement, et après chaque chose en son temps. J'essaye de m'interdire de penser à cette personne. Et vous espérez que la mort d'Antoine encouragera la sévérité, plus de sévérité pour ces délinquants de la route? C'est le sens de votre combat aujourd'hui? Oui, après, il n'y a pas que Antoine. Il y a, comme je vous disais, on n'a pas de, il y a aucune raison que la justice, elle doit être la même pour tout le monde. Donc, on espère juste que que notre combat et que Antoine, par-delà notre association, on arrive à faire bouger les mentalités. On essaye de faire évoluer la société. On essaye que malheureusement des choses qui se passaient il y a 30 ans sont encore le cas aujourd'hui. Donc on a beaucoup de travail devant nous parce que malheureusement il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de manquements. On a beaucoup de choses à faire via l'association. Donc juste la justice, elle doit être la même pour tout le monde, qu'on s'appelle Antoine Aleno ou peu importe le nom qu'on porte. Il faut que... C'est important pour les familles qu'on sente que derrière nous, les pouvoirs publics nous accompagnent, qu'on nous entende.
c'est très important. Enfin, comme je vous disais, l'injustice, elle revient énormément dans tous les témoignages, dans toutes les paroles de parents. Quand j'entends des parents qui disent moi je suis sortie en même temps que le responsable du meurtre de mon enfant, comment voulez-vous accepter ça? C'est une intolérable cruauté. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, pour nous, le chemin va être long au niveau de l'association. Donc, il y a malheureusement beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à changer. Les accidents dus à la consommation de drogue font 700 morts par an. C'est un accident sur 5. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Pour aider votre association, c'est assez simple. Association Antoine Aleno, il y a le site internet.fr et vous pouvez faire des dons. Vous pouvez notamment donner 1 euro par jour. Voilà, ça fait partie des possibilités pour vous aider, pour vous accompagner dans votre combat. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, Isabelle Aleno. Oui. Merci à Hélène Assecourt et à Déborah Collet qui ont permis cette interview